Vivre FM podcast. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. Durant son enfance, mon invité a vécu un calvaire. Son père l'a régulièrement violée, un traumatisme qu'elle a oublié pendant 30 ans, puis les souvenirs ont ressurgi après une longue amnésie. Aujourd'hui, elle publie un récit autobiographique comme une sorte de témoignage pour aider d'autres victimes d'inceste à s'en sortir. Comment vivre une vie normale après un tel traumatisme ? Vivre FM, c'est vous commence maintenant. Mathilde Brasilier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de Vivre FM. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour revenir sur votre histoire que vous racontez dans un récit autobiographique qui s'intitule « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste ». C'est publié aux éditions Mélibé. Dans ce récit donc autobiographique, vous racontez votre parcours, votre enfance volée par votre père qui vous a violé, vous et votre frère. Pourquoi vous avez écrit ce livre tant d'années après ? Quel est l'objectif ? Tant d'années après, j'ai eu, durant 30 ans, en fait, j'ai eu une amnésie qui m'a protégée, qui a occulté ces difficultés que j'avais vécues durant mon enfance. Ensuite, donc c'est revenu quand j'avais 40 ans, ces souvenirs traumatiques. Là, aujourd'hui, j'en ai 56. J'ai voulu écrire ce livre, tout d'abord en mémoire par rapport à mon frère, et puis aussi pour témoigner, parce que je vois que autour de moi et beaucoup dans notre milieu, il y a beaucoup de personnes qui se suicident et qui savent pas qui n'arrivent pas à surmonter ce problème d'inceste. Et oui, je crois qu'il y a plus de la moitié des victimes qui se suicident, comme l'a fait mon frère. Et je voulais témoigner pour dire que c'est possible de se reconstruire, c'est possible. Il y a moyen de vivre normalement et de reconstruire une vie si on accepte ce passé traumatique qu'on a vécu. Donc c'est avant tout un témoignage d'espoir aussi pour dire que c'est possible de continuer. C'est un message d'espoir. C'est un livre, donc c'est un livre qui doit me conduire vers des traces du bonheur. Il y a c'est un mélange entre le bonheur de l'enfance et puis le malheur qu'on vivait. Et puis il faut continuer, il faut vivre, il faut en parler, il faut vivre avec. Mais il faut être soigné, il faut pas rester seul, il faut partager il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas vivre dans l'humiliation. Je pense que c'est un peu tout ça que j'ai voulu faire passer. Mais bon, c'est aussi un livre à valeur littéraire. Donc, même si tous les faits décrits sont précis et sont avérés... Vous l'avez écrit comme une fiction un petit peu, une sorte de roman ? Oui, d'ailleurs, je pense depuis qu'il est paru, j'ai plusieurs propositions de réalisateurs qui veulent en faire un film. Donc je pense qu'on peut le voir sous cet aspect. Je crois que c'est il y a des lecteurs qui me posent des questions avant de l'acheter, qui hésitent, qui se disent ça doit être quelque chose d'horrible, qui doit plomber le moral. Et je pense qu'il faut pas le voir sous cet angle. C'est pas un livre cru sur ce sujet, comme l'avait fait Christine Angot. C'est un angle, c'est beaucoup plus ma façon d'écrire et beaucoup plus je traduis les impressions. Mais c'est pas du tout un livre agressif, c'est pas un règlement de compte. C'est l'histoire que j'ai vécue avec mon frère et j'évoque aussi comment sortir de cette amnésie. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir Catherine Dolto sur mon parcours. Qui a réussi à faire émerger ces séquences incestuelles qui m'encombraient, qui a réussi à savoir pourquoi mon frère s'était suicidé, pourquoi j'étais devenue insomniaque. Ça, c'est la séquelle qui reste à vie. C'est ça qu'il faut expliquer à nos auditeurs, que pendant 30 ans, vous n'aviez pas de souvenir de ce qui s'était passé pendant votre enfance. Aucun. Et ça arrive, et c'est assez fréquent. En fait, pour survivre, l'amnésie est un moyen c'est une protection qu'on a au niveau du cerveau qui verrouille sur le plan psychologique, ce qui est
impossible à surmonter. Mais même les gens qui ont un accident de voiture, fréquemment, ils ne se rappellent pas la scène de l'accident. Et je pense que l'inceste, c'est un peu pareil. En fait, il y a des images qui étaient complètement occultées et qui sont revenues, mais grâce à un travail thérapeutique très approfondi. Justement, ce travail thérapeutique, vous l'avez fait avec Catherine Dolto. On peut d'abord présenter Catherine Dolto. Oui, tout à fait. Alors, Catherine Dolto, c'est la fille de Françoise Dolto, qui est une thérapeute qui pratique une méthode à l'aptonomie, qui est une méthode de thérapie par le toucher. Et je pense que ça convenait particulièrement bien au problème que j'avais, qui était beaucoup de personnes victimes de l'inceste supportent plus qu'on les touche, en fait, et ont des difficultés, que ce soit dans leur rapport de couple, que ce soit quand elles sont dans un contexte de foule ou il y a beaucoup de troubles dès qu'on se trouve dans une situation où on est confronté aux autres. Hein. Et Catherine Dolto, en fait, elle m'a déjà réconciliée avec le toucher, et en fait, elle a ciblé que une personne qui a qui a vécu un inceste, faut se dire qu'elle a une enveloppe corporelle qui est détruite. Moi, je prends une image, c'est comme une coquille d'œuf qui a été abîmée. Sachant qu'étant enfant, on est particulièrement fragile, on n'a pas les moyens d'un adulte pour se défendre. En même temps, on est sous la menace, on ne dit rien à personne quand on est enfant, et on était menacé. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été, j'avais ce côté optimiste que j'ai en moi, et j'avais, j'avais un peu cette force d'oublier. En plus, on était dans un contexte familial très privilégié. Et là aussi, je pense que ça arrive beaucoup plus dans les milieux privilégiés que non privilégiés. Où les gens, du fait que des gens qui sont très brillants se croient... Vous dites que l'inceste peut se dérouler plus dans des milieux privilégiés ? On a tendance à penser le contraire. On a tendance à penser le contraire parce que les milieux privilégiés le cachent plus. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui jouent de leur autorité et qui se croient tout permis et pour manipuler un enfant, il faut une certaine forme d'intelligence que je décris dans mon livre. Mon père, il était extrêmement habile pour que les personnes autour de lui, de l'entourage, ne s'en aperçoivent pas. Il échafaudait des guet-apens, si on peut dire, que ce soit dans les chambres d'hôtel, dans son agence d'architecture. Il s'arrangeait toujours pour qu'il n'y ait pas de témoins. Vous dites manipuler ? Il faut manipuler, instrumentaliser. Il réfléchissait, toute sa stratégie était, si je peux dire, bien montée. Vous vous sentiez prise au piège à chaque fois ? Ah oui, à chaque fois on était pris au piège. Et ce qui nous a sauvés, si on peut dire, c'est qu'on était deux avec mon frère. Et le fait d'être deux, en fait, ça nous a beaucoup... C'était un peu une force... On s'entraidait, on se soutenait. Je crois que c'est ça qui m'a aidée à surmonter. On avait un tel respect, une telle fraternité, que je pense que c'est cette fraternité qui nous a sauvés quand on était enfant. Est-ce qu'à 5 ans, on se rend compte de ce qui se passe ? Est-ce qu'on sait que c'est mal ? Est-ce qu'on réalise ? À 5 ans, on réalise que c'est mal. On se dit, promis papa, je dirai rien à personne. Et parce qu'il nous disait sinon, je m'arrangerai pour vous faire disparaître. Et bien sûr qu'on se rend compte. À 5 ans, surtout dans un milieu qui est culturellement... moi j'étais dans le 6e à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est vrai
c'est un milieu où on a déjà pas mal d'informations à 5 ans. Moi, j'avais déjà, et puis on se questionnait. On était dans le quartier où il y a toutes les librairies médicales. Mais à l'époque, on parlait très peu de ce sujet. Et d'où l'explication de l'attitude de ma mère qui a été quand même très ambiguë, qui a pas su, qui a été déroutée par... Vous pouviez lui demander de l'aide ou pas du tout ? Quelle a été sa position, justement ? Non, on n'a pas pu directement. On lui disait on pensait qu'elle allait comprendre toute seule et qu'elle allait nous protéger et qu'elle allait... on lui demandait de divorcer, on lui faisait comprendre... et on avait des appels au secours qui n'étaient pas entendus, tout ça se passait dans une famille où de l'extérieur, tout était... une famille brillante, très bien... Votre père était architecte ? Architecte, prix de Rome, et c'est vrai que dans le quartier du 6e, mes parents avaient une notoriété importante. Mon père connaissait André Malraux, qu'il était très ami avec Balthus, ce qui n'est pas sans rapport avec les actes commis. Bon, il y avait... parce que dans le milieu artistique, il y a une certaine dérive où on passe de la beauté du corps à la limite sexuelle, elle est vite franchie. D'ailleurs, à propos de Balthus, il a violé sa propre belle-fille, qui n'a jamais obtenu gain de cause en justice, mais et d'autres. Il y a eu d'autres viols de personnes qui l'utilisaient pour faire ses tableaux, enfin de modèles. Mais il était... Faut se dire que c'est un milieu qui est quand même protégé. Il n'y a rien à attendre au niveau de la justice. Voilà. Donc forcément, ce sont peut-être des gens qui se sentent un peu plus tout permis et qui savent qu'ils ont le droit, quoi. Ils ont le droit. Ils s'octroient le droit. Ils se croient supérieurs aux autres et ils se servent de leur... Tout le monde doit être à leurs pieds pour satisfaire leur... tout est bon pour satisfaire leur pulsion. En tout cas, vous dites que dans votre livre, vous rendez hommage à votre frère qui s'est suicidé, justement. Vous dites que sans lui, vous auriez peut-être sombré plus facilement. Certainement. Et sans lui, je ne serais plus là, je pense. Sans lui, j'aurais pas eu... c'est lui qui m'a... Vous pouviez vous soutenir enfant, tous les deux ? Vous en parliez ? Vous pouviez... Quelles étaient vos relations ? Ah oui, notre relation était tellement proche qu'on était comme deux frères jumeaux et c'est ce qui nous a sauvés. On avait même une certaine force par rapport à mon père parce qu'on était deux. Il était face à une fraternité qui s'opposait. Mais c'est vrai, vous me posiez la question tout à l'heure en me demandant si on se rendait compte que... Bien sûr qu'on se rendait compte puisqu'on avait mal physiquement. Donc on s'en rend compte. Sans vouloir être trop cru, mais les problèmes de sodomie quand on a 5 ans, bien sûr que ça fait mal. Et qu'on se dit que c'est pas normal. Donc oui, on peut pas ne pas s'en rendre compte. Mathilde Brasilier, dans un instant, la suite de cette émission consacrée à votre histoire et à votre livre, ouvrage intitulé « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste ». C'est publié aux éditions Mélibé. Vivre FM, c'est vous, revient dans un instant. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. C'est la suite de notre émission consacrée à l'histoire de Mathilde Brasilier, histoire que vous racontez, Mathilde, dans un ouvrage poignant, un ouvrage intime intitulé « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste ». C'est publié aux éditions Mélibé. Vous racontez comment vous êtes reconstruite après une enfance volée par votre père qui vous a violée à plusieurs reprises avec votre frère. Ces souvenirs, vous les aviez occultés et puis sont apparus de nombreuses années après grâce à un travail, un long travail, une sorte de rééducation de l'âme. Est-ce qu'on peut comparer ce tel traumatisme à un handicap ? Est-ce que l'inceste, c'est un handicap, d'une certaine manière, un accident de la vie ? Moi, je ne le comparerais pas à un handicap. Je préfère le terme accident. Accident de la vie. Oui, je préfère le terme accident qui est beaucoup plus... Non, c'est pas un handicap.
Bon, par contre, vous parlez de reconstruction de l'âme, je dirais aussi du corps. Parce qu'il y a des... Je sais qu'avec Catherine Dolto, il faudrait apprendre presque à marcher, il faudrait apprendre à sentir qu'on a des bras, un corps. Je pense que la plupart des victimes ont cette difficulté de ne plus s'appartenir à eux-mêmes, d'être quelqu'un d'autre, enfin de ne plus avoir d'identité, de plus... Ce que j'écris dans le livre, et ce que je ressens encore aujourd'hui, c'est vrai que quand on m'appelle par mon prénom, je me dis c'est quelqu'un d'autre. Vous dites dans votre livre que l'inceste a pulvérisé votre identité. Oui. Complètement. Il faut... comment dire, il faut reconstruire presque ces papiers d'identité sur un plan. Mais en même temps, c'était pas, pour parler, c'était pas visible aux yeux de la société. Moi, j'étais architecte avant d'être journaliste et j'exerçais tout à fait normalement. Je faisais bonne figure. C'est pas forcément des gens, la plupart le cachent et c'est souvent des gens. J'ai eu des témoignages par rapport au livre. Des gens qui ont vécu un problème similaire, qui sont très brillants, qui sont médecins, psychiatres, écrivains. Mais il faut rééduquer oui, parce que le corps qu'on avait étant enfant, il a été détruit. Quelque part, il faut le réparer. Qu'on ait 40 ans, 45 ans, je veux dire, on vit pas sans... Je sais qu'il y a un moment, parmi les troubles que j'ai eus, à un moment, je ne pouvais plus marcher quand j'ai eu 7-8 ans, là, ce que je raconte. Votre mère pensait que vous étiez handicapé, oui, justement. Ma mère a pensé que c'était Bon. Et puis, c'est vrai que 48 heures, c'était plutôt C'était aussi une manière un appel au secours pour que le fait que ma mère prenne conscience... Vous somatisiez à l'époque, c'était quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Oui, il y a la spasmophilie aussi, c'est une manière de somatiser, de disparaître. J'avais des malaises dans le métro, c'était une manière d'attirer l'attention sans aller trop mal non plus, puisque j'avais pas du tout de problème scolaire. Donc il faut pas non plus se fier. J'étais plutôt première de la classe que dernière. Par contre, il y a un trouble qui est récurrent et je pense chez beaucoup de victimes, c'est que je suis restée insomniaque, ça depuis toujours, depuis que j'ai 8 ans. J'ai perdu Vous aviez peur de la nuit, enfant, vous écrivez dans votre livre « Tous ces soirs qui tombent parlent de la mort ». Qu'est-ce que ça évoquait pour vous Pour moi, tous les soirs, encore maintenant, même si ça dure un éclair de seconde, tous les soirs, je vois mon père qui vient dans ma chambre, où que je sois. C'est une image... Donc j'ai perdu ce qui s'appelle le système, le déclencheur du sommeil, je l'ai plus. Je dirais que c'est la seule séquelle que j'ai, mais qui est quand même, c'est contrariant de fonctionner avec des somnifères. Mais parce que je passais des nuits, en fait, je m'étais dit, étant enfant, qu'une manière de résister, c'est de lutter, de ne pas s'endormir. C'était une manière de lui faire... de rester en état de veille. Donc du coup, j'aimais beaucoup lire, mais j'étais en état de vigilance pour qu'ils viennent pas dans mon lit. Mathilde Brasilier, vous avez occulté tous ces souvenirs pendant 30 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé, 30 ans après, à consulter justement avec Catherine Dolto, dont nous avez parlé tout à l'heure? Vous étiez dans quel état d'esprit? Vous consultiez pourquoi à la base, si ce n'est pour ça, puisque vous ne vous souvenez pas de ces souvenirs? Oui, un élément majeur dans ma vie, c'est le suicide de mon frère en mars 85. Et donc en mars 85, mon frère se jette du haut de Beaubourg et je n'ai aucune explication à ce suicide. Il allait, quelqu'un qui allait parfaitement bien, qui avait aucun signe précurseur, ni de dépression, ni... Et je vois que je décris un petit peu l'attitude de mes parents au moment de ce suicide qui m'interpelle parce qu'ils ont l'air presque soulagés que mon frère soit disparu. Mes parents, lui, il n'a pas de pierre tombale. Enfin, il y a plein de...
plein de choses qui se sont passées autour de ce suicide. Et c'est vrai que depuis 85, je me questionne un peu tous les jours. Je cherche à comprendre la raison. Je pense qu'il y a toujours une raison à un suicide. On ne se suicide pas. Je pense qu'il y a toujours une raison. Donc à ce moment-là, lorsque vous consultez Catherine Dolto, c'était pour retrouver la raison du suicide de votre frère? Essentiellement. Oui, essentiellement, parce que il y avait quelque chose que je comprends, que j'expliquais pas dans mon cheminement de vie, et voilà, c'était essentiellement pour ça, au départ, oui. Et c'est à ce moment-là, lors de ces séances, que les souvenirs sont remontés à la surface? Oui, c'est lors de après 5 ans de séances, voilà, où elle a... Oui, c'était des séances très, très dialectiques, hein, où elle parlait beaucoup, où elle me questionnait. Et c'est vrai que chaque fois qu'elle abordait le problème de la famille, je m'en éloignais. J'étais une patience très, très résistante. Voilà. J'avais tendance à lui dire, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tout va bien dans ma famille. Vous pensiez vraiment avoir vécu une enfance heureuse et que tout allait bien? J'avais... disons que ça m'arrangeait de... Non. Et puis en fait, le livre est jalonné de contrastes, parce qu'il y a des moments où on était vraiment heureux. Il y a des moments où on était terrifiés, et puis il y a des moments où on était très heureux, parce qu'on était... On était en grande proximité avec mon frère, et puis on vivait dans un milieu artistique où on était, je dirais même mon père nous apportait beaucoup sur le plan artistique et culturel. Paradoxalement, il n'y avait pas que l'image du père monstrueux. Je dirais ce que je dis dans le livre, on l'aimait bien pour certaines choses, et c'est quelqu'un que tout le monde admirait, donc... En tant qu'enfant, on ne remettait pas en cause ce talent artistique qu'il avait. Et du coup, est-ce que vous avez relié, est-ce qu'on peut relier le suicide de votre frère à ce que vous avez subi enfant? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Ah, complètement. Il y a quelques jours avant de se suicider, mon frère a dit à mon père: après ce que tu m'as fait, je n'ai plus rien à te dire. Il y a eu des phrases qui étaient très significatives. Et puis mon frère la relation de mon frère avec mon père était... ils se parlaient plus depuis des années. Et alors que mon frère était quelqu'un qui aimait tout le monde, qui était détendu. Avec mon père, il y avait quelque chose de pathétique entre eux. Il ne voulait pas répondre à mon père ni lui parler. Et il a formaliser le terme « après ce que tu m'as fait ». Donc, c'est vraiment relié. Et ce choix de suicide, de défenestration, je pense que c'est pas par hasard. Il pouvait plus se supporter physiquement, enfin, son enveloppe physique. Lui, il ne parlait plus à votre père. Vous, quelle était votre relation avec votre père jusqu'à sa mort, justement? Elle était... alors, jusqu'à sa mort... Enfin, la relation avec mon père, elle était complexe, parce que déjà on faisait il m'avait imposé de faire le métier d'architecte, parce que lui était architecte prix de Rome, et il voulait que je sois architecte prix de Rome. La relation était difficile, parce que je supportais pas de le regarder dans les yeux, et lui non plus. Alors j'évitais je voyais ma mère au restaurant séparément, j'évitais de croiser mon père. Mais je disais, d'ailleurs ça faisait partie des sujets dont je débattais avec ma mère, c'est curieux, j'aime bien papa, mais le regarder, ça m'est insupportable. Et vous saviez pas pourquoi? Et je savais pas pourquoi. Mais c'était... Et c'est arrivé, c'est la seule personne que je n'ai pas pu regarder. Donc, il y avait une... Et puis, suite à cette thérapie avec Catherine Dolto, quand j'ai su tout ce qui s'était passé, là, je ne l'ai pas revu. Les 6 dernières années, juste avant sa mort, je ne l'ai pas revu. Et il est mort, en fait, suite à un appel téléphonique
que je lui ai passé la veille de sa mort, où c'était une forme de réconciliation. Je pense qu'il attendait ce dialogue avec sa fille pour partir. Alors, est-ce qu'il s'est suicidé? C'est probable. C'est ce que me dit ma mère. Est-ce qu'il s'est suicidé lui après m'avoir eu au téléphone et bon, par téléphone, c'est vrai qu'il s'est. Alors mon père écrivait beaucoup et il écrivait lui-même lui-même ne se supportait pas d'avoir commis des actes pareils. Vous écrivez la bête est morte. Oui. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti à sa mort? J'ai ressenti une vie, enfin une nouvelle vie qui commençait, une libération, sa mort était, pourtant je souhaite la mort de personne, mais la sienne, c'était une libération, un plaisir, et pour ma mère également, ce qui était troublant aussi. Ça vous permettait d'aller de l'avant peut-être et de tourner la page, même si vous écrivez dans votre livre que l'inceste est une tâche indélébile, il faut le préciser. Oui, c'est indélébile, mais c'est vrai que le fait que la personne soit, c'est pour ça que je dis la bête meurt, le fait que la personne ne soit plus là, on se sent plus traqué, on n'est plus... Et puis, ça m'a d'autant plus soulagée qu'il m'a demandé... Il m'a demandé pardon juste avant de mourir. Ce dernier, c'est un peu une chance qu'il y ait ce dernier. Même si rien ne peut... J'ai accepté ce pardon. Même si rien ne peut réparer, je l'ai entendu. Mathilde Brasilier reste avec nous dans un instant, la suite de cette émission. On continue de dérouler votre histoire et on continue de parler de votre livre. Il s'intitule « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste ». C'est publié aux éditions Mélibé. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. C'est la suite de notre émission consacrée à l'histoire de Mathilde Brasilier, l'histoire que vous racontez, Mathilde, dans un ouvrage intitulé « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste ». C'est publié aux éditions Mélibé. Vous racontez comment vous êtes reconstruite après une enfance volée par votre père. Vous avez été victime d'inceste. Alors l'inceste, il n'y a pas vraiment de véritables statistiques, mais d'après un sondage Ipsos pour l'Association internationale des victimes de l'inceste, 2 millions de Français seraient concernés par l'inceste. Selon le collectif contre le viol, dans chaque classe, il y aurait un enfant victime d'inceste. Ce sont des chiffres que vous connaissiez, vous avez connaissance de ces chiffres, Mathilde? J'ai entendu ces chiffres, mais qui sont actuellement contestés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent sous le silence. Donc, malheureusement, je pense qu'il y en a plus. Mais ouais. Déjà, ces chiffres... Il y en a beaucoup qui se taisent. Ouais. Il y en a beaucoup qui se taisent, puisque l'inceste est quand même... souvent, les victimes se culpabilisent elles-mêmes. C'est tabou encore. C'est tabou, c'est encore tabou. Et là, le projet qui est présenté à l'Assemblée, ça fait plusieurs années qu'il est question de le faire passer et ça passe pas à chaque fois. Alors que les autres pays d'Europe, ça passe pas. On veut pas pénaliser, ce qui est quand même très étrange. Si on pénalise pas, ça veut dire qu'on accepte qu'un père viole ses enfants. C'est ça. Pour l'instant, le mot inceste n'apparaît pas dans la loi parce que, au motif que la définition des membres de la famille pouvant être poursuivis à ce titre aurait peut-être imprécise, c'est ça. C'est important que l'inceste soit considéré comme un crime et non pas comme une circonstance aggravante. C'est ça qui est discuté actuellement à l'Assemblée. Oui. Et alors que c'est véritablement, c'est un viol, c'est un crime. Je vois pas. C'est incontournable. Mais je pense que c'est le côté... en France, on est très pudique. On est très pudique et ça fait peur à tout le monde. Je sais que le livre qui se vend très bien sur Amazon et à la Fnac, les libraires ont peur de présenter le livre en vitrine parce qu'il y a le mot inceste. Donc, on est encore... Là, je le vis concrètement. Justement, comment on explique que ça dérange. Ça dérange les gens parce ils connaissent des personnes autour d'eux et c'est presque pris comme une tare. Enfin, d'avoir... ça l'est de moins en moins, mais c'est quand même un peu... Beaucoup de gens prennent
se disent c'est pas possible ce qu'elle raconte ou c'est pas vrai. Ou beaucoup de gens ne veulent pas le croire. Quand vous dites que beaucoup de gens connaissent des gens autour d'eux qui sont concernés, peut-être, Oui, c'est ça? Ça veut oui. dire que c'est répandu C'est ce que- davantage que ce qu'on ne pense. C'est beaucoup plus, ouais. Malheureusement, oui. Oui, malheureusement, et beaucoup dans les milieux aisés. Là où c'est peut-être moins répandu, c'est dans les classes moyennes. Je pense. Est-ce que vous avez eu des retours de votre livre, sur votre livre, justement? Oui, j'ai des retours très, très touchants, très émouvants. Bon. Alors, c'est vrai que j'ai des retours comme le livre est peut-être assez élaboré sur le plan littéraire, il est beaucoup lu par des écrivains, des médecins, mais ouais, j'ai des très bons retours, beaucoup de gens qui m'écrivent par Facebook ou directement, ou j'ai eu des retours de politique, oui. J'ai des retours très positifs, mais c'est vrai que ceux qui n'aiment pas le livre, ils vont pas m'écrire non plus. Vous parlez de Donc, retours de politique, qui par exemple? j'ai eu Najat Vallaud-Belkacem, j'ai eu le retour de Christiane Taubira aussi, qui est très bon. J'ai eu aussi le retour de Carla Bruni, parce qu'elle a une association de défense de l'enfance, donc je lui avais adressé dans ce cadre-là. Elle a été très touchée par le livre. Laurence Rossignol, qui s'occupe directement de la pénalisation de l'inceste, qui trouvait que le témoignage l'avait touché par sa justesse, sa précision et oui, et aussi le côté pudique. Les gens ont peur, quand on parle d'un sujet sur l'inceste, les gens ont peur que ce soit violent et que ce soit des histoires dégoûtantes. Et bon. Et pourtant, il est important d'en parler justement pour aider d'autres personnes qui sont, Tout à fait. dans cette situation et qui restent dans le Oui. silence. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on pourrait passer à des gens qui nous écoutent, Oui. parce qu'ils sont concernés, c'est de ne pas rester dans le silence. Ne pas rester dans le silence, parce que le silence, c'est la honte qu'on ravale soi-même et qui détruit. La honte, elle conduit au suicide. Elle est pas constructive, la honte. Il faut... le conseil, je pense qu'on s'en sort pas tout seul. Déjà, il faut en parler à ses proches, à ses amis. Et puis il faut rencontrer un thérapeute qui soit le plus compétent possible, mais on peut s'en sortir complètement. On peut avoir une vie normale, on peut être heureux. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui, ça va mieux? Oui, ça va très bien. C'est pas mieux. Mathilde Brasilier reste avec nous. Il est temps maintenant de donner la parole à nos auditeurs. Ils nous ont envoyé quelques questions pour vous. Nous avons une question de Patricia de Paris dans le 12e arrondissement. Elle vous demande: est-ce que l'écriture de ce livre vous a aidé et en quoi? Alors l'écriture, c'est toujours un moyen, pour tous les écrivains, l'écriture c'est une libération, même pour les journalistes. Donc ça m'a aidé à accepter le suicide de mon frère. Ça m'a aidé à terminer, à ranger cette histoire, si on peut dire. Un livre, c'est une manière de mettre le mot fin. Je veux dire, ça existe, on doit assumer son passé, mais et puis ça clarifie tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est très... tout témoignage, c'est une chance de pouvoir témoigner par écrit. Mais bon, j'aime beaucoup écrire et c'est dans la continuité de mon travail de journaliste. Mais l'écriture, ça libère, ça conclut le travail thérapeutique que j'ai fait avec Catherine Dolto. On a une autre question d'Alain de Paris dans le 18e arrondissement. Il vous demande: est-ce que les souvenirs d'inceste sont revenus progressivement ou d'un coup? Ils sont revenus d'un coup. Ils sont revenus la même journée. J'ai les séquences là que je raconte, les 8 anecdotes, elles sont toutes revenues à un instant T, les unes après les autres. Vous avez revu toutes les images, les souvenirs sont arrivés d'un coup? C'est comme un film qui d'un seul coup se déroule. Non, c'était pas progressivement, c'était...
dans la même journée. On a une question de Catherine qui nous écoute dans le 19e arrondissement de Paris. Est-ce que vous avez pu avoir une vie affective et familiale avec ce qui vous est arrivé ? Oui, complètement. Je me suis mariée à 24 ans, j'ai eu 2 enfants. Bon, là, je suis divorcée, mais je vis avec quelqu'un. Bon, sur le plan affectif, j'ai toujours eu la chance d'être assez bien entourée, oui. Contrairement à beaucoup enfin en particulier, c'est des femmes qui témoignent de l'inceste. Hein. Alors que je pense qu'il y a autant d'hommes qui sont victimes que de femmes, mais les femmes ont plus de facilité à en parler. Il y a des hommes qui sont victimes d'inceste aussi. Oui. Et est-ce que parfois... Alors ça, c'est encore plus tabou. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Comment on explique ça ? La honte aussi La honte, je pense que c'est presque dans la tragédie grecque, le fait parce qu'on en parle déjà dans la tragédie grecque de l'inceste, mais le fait que ce soit une mère sur son fils, c'est mesuré. On touche pas à un fils, alors qu'une fille, bon, les filles étaient plus dénigrées depuis toujours, donc il y a plus de... Et puis je pense que les hommes sont beaucoup plus pudiques et les hommes ont beaucoup plus de mal à parler de leur image que les femmes. Mathilde Brasilet, je rappelle votre livre, il s'appelle Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste, c'est publié aux éditions Mélibé. Vous nous avez confié tout à l'heure qu'en réalisateur de films, vous avez approché pour adapter ce livre au cinéma, c'est ça ? Oui, plusieurs. C'est quelque chose qui vous plairait de ce genre d'expérience Ça me plairait. Oui, l'idée me plaît. Faut voir comment ça se concrétise. Voilà. Oui, ça me plairait. Ça permettrait peut-être aussi de continuer votre combat pour parler de l'inceste, justement, pour peut-être réveiller les consciences. Ça me plairait, et puis je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes qui ont vécu ce traumatisme. C'est surtout, oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce problème d'inceste. C'est un peu théorique la façon dont on en parle dans la presse, mais les gens souffrent. Je crois que c'est la pire des... Enfin, on ne peut pas dire que c'est la pire des souffrances. J'évoque... ça doit guère être mieux d'avoir été dans les camps de concentration, mais ça peut être... D'ailleurs, dans le livre, il y a des moments où je fais un peu le parallèle, mais c'est un emprisonnement. C'est quand même un emprisonnement... Justement, vous dites que c'est un peu théorique la façon dont on en parle dans la presse. Vous qui êtes journaliste, oui. Vous écrivez sur ce sujet-là. Vous pouvez peut-être... Dans la presse, j'ai jamais écrit sur ce sujet, mais bon, ça s'est pas présenté. Déjà, on en parle très peu dans la presse. Là, on commence à en parler, mais juste ces jours-ci. Alors, on n'en parle pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trop sensibles sur ce sujet ou qui sont gênées. Ça fait partie du... En France, on ne parle pas des choses sales. Je vous dis rien que le terme... ça fait peur. Mais ça il faut que ça change et votre livre va permettre de faire changer les mentalités. J'espère. Mathilde Brasilet, merci beaucoup d'être venue sur l'antenne de Vivre FM pour nous raconter votre histoire et pour nous présenter votre livre. Il s'appelle Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste et c'est publié aux éditions Mélibé. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Au revoir. Au revoir. Vivre FM.